France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce mercredi 10 juillet avec ce sujet à la une, alors que l'intérim de la présidence de Abdelkader Ben Salah a expiré hier, faisant sortir l'Algérie du cadre de la Constitution. Êtes-vous pour l'organisation d'une élection présidentielle au plus vite ou la mise en place d'une constituante? On en parle avec vous dans un instant. Vous votez en tout cas sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. On en parle avec vous au 01 40 33 9000 avec Abdeslamitash et Farid Tabsamani. Nous parlerons évidemment de Bernard Tapie, relaxé pour escroquerie dans l'affaire de l'arbitrage sur son contentieux avec le Crédit Lyonnais. Mon cancer vient d'en prendre un sale coup dans la gueule, a été sa première réaction depuis son lit d'hôpital. Retour sur une épopée judiciaire. Bernard Tapie, on en parle tout à l'heure. Et puis après le Maroc qui interdit le port du niqab, même sa fabrication, voici que la Tunisie en fait de même puisqu'elle a interdit le niqab dans les institutions publiques pour des raisons de sécurité. Comprenez-vous cette décision? On en parle avec vous également tout à l'heure après le journal de la CAN. Oui, c'est aujourd'hui les premiers quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Analyse et commentaires tout à l'heure. Info zapping et évidemment le quiz. Est-ce que Abdeslamitash perdra son titre aujourd'hui? Réponse en fin d'émission. Le grand forum, le coup de cœur. Sur France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum, messieurs, dames, ravi de vous retrouver. Nous sommes mercredi, oui, c'est le 10 juillet. Vous êtes bien à l'écoute de votre radio France Maghreb 2. Et en ce mercredi, un duo aujourd'hui. Abdeslamitash, bonjour. Bonjour Christophe. Comment ça va? Très bien. Farid Tabsamani est aussi de la partie. Comment ça va, Farid? Très bien, merci. Et on souhaite un prompt rétablissement à notre Faiza nationale qui s'est un peu fait mal aux pieds, donc bon courage à elle évidemment et prompt rétablissement et de retour, je l'espère, en tout cas la semaine prochaine avec un pied tout neuf. Bon, alors messieurs, on va directement attaquer parce qu'on a un programme quand même assez chargé, si vous voulez bien, avec le quiz en fin d'émission. Abdeslamitash, la pression est sur toi. Ouais, total. Le champion en titre, celui qui n'a jamais perdu un quiz, il s'appelle Abdeslamitash. Peut-être ça sera aujourd'hui. Ah, peut-être. On verra. Réponse en fin d'émission. Pour l'heure. La question aujourd'hui, alors que l'intérim de la présidence de Abdelkader Ben Salah a expiré hier, faisant sortir l'Algérie du cadre de la Constitution, êtes-vous pour l'organisation d'une élection présidentielle au plus vite ou d'une constituante ou, comme sur Twitter on vous a posé la question, aucune des deux. Sur Facebook vous êtes 57% à vouloir une élection. Abdeslam, ça paraît compliqué aujourd'hui. C'est vrai qu'on est sorti un petit peu du cadre constitutionnel avec ce terme qui s'est donc de Ben Salah hier. Et aujourd'hui, que fait-on? Alors, c'est vraiment très délicat parce que oui, c'est pour ça qu'on se pose la question. Si tu veux, depuis beaucoup d'années, et ça je l'avais déjà dénoncé ici même, la médiocrité, la pauvreté de l'opposition algérienne qui n'a pas réussi à se construire au fil des années et qui a toujours accepté des postes ministériels. Bon, je vais pas vous citer les noms, vous les connaissez, mais et aujourd'hui, on se pose la question à savoir si nous sommes en mesure de présenter des candidats à une élection présidentielle, parce que personne ne se dégage. Ouais. Justement, il y a Itnahaouga, à savoir qui soient tous retirés, et du coup un vrai renouvellement du paysage politique. Sauf que il n'y a pas de renouvellement. On n'a que des anciens qui ont consenti justement aller à la gamelle et pouvoir continuer à faire de la politique. Donc oui, il y a un vrai problème. Ensuite, sur le vide juridique constitutionnel, alors la Constitution, elle a été à plusieurs reprises pas respectée. Il n'empêche que elle fait toujours foi, elle existe toujours, elle n'est pas tombée, comme certains laisseraient l'entendre. Elle est toujours le ciment même de la République algérienne. Pour reprendre le premier article, l'Algérie est une et indivisible. Je pense que personne devrait contester ce point-là, et que la Constitution justement veille à ce que l'Algérie soit une et indivisible. Donc ensuite, concernant l'élection présidentielle, en effet, on a dépassé ce cap justement de ce président transitoire pour cette élection. Moi, j'ai cœur et j'ai vœu justement à ce que les choses se fassent très rapidement, qu'il y ait de quelle manière, Abdeslam? J'espère de la meilleure des manières, qu'il y ait des candidats qui se déclarent, et que de toute façon, lorsque l'on prend la constitution algérienne, il y a déjà des conditions qui sont juste impossibles pour un candidat, à savoir d'abord avoir une épouse qui soit de nationalité algérienne exclusive, avoir vécu ou vivre depuis 10 ans, les 10 dernières années de façon sans interruption sur le territoire algérien, avoir plus de 40 ans, et j'en passe.
Et en fait, c'est très restrictif. Après, ça sera un nouveau président de changer un peu les règles après. Alors oui, Parce que pour l'instant, le président par intérim n'a aucun pouvoir pour mais le je faire. crois que tout Algérien aspire à ce que le prochain Algérien change les choses. Parce que 40 ans, C'est c'est une un évidence. peu... Macron, par exemple, il n'aurait pas pu se présenter. Il n'a pas pu se présenter puisqu'il avait 39 ans quand Ouais, il était. c'est ça. Non, en mais, effet. ceci étant, Ben Salah reste en poste. Tu es favorable pour l'instant? Il reste là pour l'instant. Ben Salah. Je n'y suis pas défavorable. Bon. Pour être franc Oui, oui. et Donc toi, t'es pour l'organisation d'élections à partir du moment où éventuellement des candidats se déclarent au plus vite. oui, et à ce propos concernant la constituante, je suis contre la constituante Pourquoi? qui permettrait, enfin, où l'on désignerait des gens qui ne seraient pas élus démocratiquement. Moi, je suis pour la parole et le pouvoir au peuple. J'ai plus de mémoire les deux articles 7 et 8, je crois. Oui, 7 et 8. 7 et 8. Ouais. Et force revient au peuple. Et c'est au peuple de désigner ses élus et ses représentants. On ne peut pas comme ça choisir en catimini des personnes pour siéger et composer une constituante. Monsieur Tabsamani, dans tout ce méli-mélo là. Bah, il y a plusieurs choses. Il faut quand même rappeler pourquoi on en est là. C'est que d'une part le mandat d'intérim, parce qu'il s'agit d'un intérim en Oui. fait, Oui. il était question que le président par intérim, qui il faut rappeler qu'il lui-même est en souffrant et qui a un peu pris ça un peu par dépit, il devait lui-même organiser une nouvelle élection. Finalement, il n'a pas réussi, donc c'est un premier échec. Il n'a pas réussi, pourquoi? Parce que là, on va dire que le peuple qui est sorti dans la rue, Oui. depuis Bouteflika en tout cas, 22 février. voilà, ne veut pas d'une élection présidentielle. En tout cas, pas dans les conditions telles quelles. Pourquoi? Parce qu'il a parfaitement compris qu'une élection présidentielle, même organisée aujourd'hui, en réalité, ça n'est que la continuité on va dire, du système en général. Ouais. Ensuite, il n'a pas réussi à modifier la Constitution. Non, mais il n'en a pas le pouvoir. Bah, la Constitution, il peut largement la travailler, la Il est pas proposer. légitime à la Non, il n'est pas légitime, Non, Farid. et ça c'est une chose. Non, Oui. mais il n'en a pas le pouvoir, ça c'est autre chose. Aujourd'hui, la Constitution peut être aurait pu être proposée. Le problème c'est ils n'ont pas trouvé les moyens de l'organiser avec, on va dire, le peuple qui est sorti dans la rue. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que l'on fait maintenant? Eh bah oui, mais ça c'est la Donc- question qui reste sans réponse pour l'heure. Exactement. Aujourd'hui, alors tu as parlé de flou juridique ou quelqu'un parlait de flou juridique. Le Conseil constitutionnel algérien aujourd'hui, en vérité, il interprète à sa propre façon la Constitution concernant effectivement l'intérim qui est repoussé. Ouais. Donc aujourd'hui, il n'y a pas on est toujours dans la Constitution. Abdelaziz le dit très clairement. De l'article 102. On est toujours dans la Constitution et effectivement, Bah, c'est repoussé. Maintenant, Ouais. l'histoire de la constituante. Faire une constituante pour faire une constituante, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'une bonne partie des gens qui sont sortis dans la rue, et je pense clairement du peuple algérien, Ouais. souhaitent une nouvelle constitution. Ils veulent qu'on passe à l'acte 2 d'une certaine manière de la République d'Algérie. Ouais, mais est-ce que c'est pas brûler les étapes parce que seul le président élu démocratiquement aura cette légitimité? Non, je pense que en réalité, il doit y avoir un dialogue entre la société civile, les partis, tous les partis qui existent en Algérie, et Dieu sait s'il en existe depuis la fin du parti unique, et le pouvoir en place. Et le vrai fond derrière, c'est est-ce que les militaires vont lâcher le pouvoir ou non? Aujourd'hui, on n'a pas l'impression, et c'est pour ça que les gens sortent encore dans la rue, c'est qu'on n'a pas l'impression que le peuple, que le pouvoir militaire souhaite véritablement transférer à 100% le pouvoir aux civils. Et tant qu'on n'a pas à mon avis, tant qu'on n'a pas cet indice, en réalité, les gens continueront à sortir pour la rue. Et c'est pour ça que la constituante pour la constituante, c'est pas ça qui vaut le coup. La constituante, c'est si derrière, il y a véritablement le fait que le pouvoir militaire lâche complètement son rôle politique, et deux, s'il y a véritablement une dynamique pour une deuxième Donc tu constitution. serais plus favorable à une constituante, j'allais dire bien définie, bien organisée. Je suis favorable à une constituante si c'est pour amener vers une nouvelle constitution. D'accord. Alors, moi, si tu veux, Christophe, juste une précision. Alors que l'armée ne joue pas un rôle politique, je suis complètement de ton avis, Farid. Par contre, aujourd'hui, qu'on apprécie ou pas mon propos, ça c'est notre affaire, et on peut inviter les auditeurs à appeler. Mais ils en appellent, ça y est, ils sont déjà en attente. Hein. Oui, je vais leur donner la parole très rapidement. Mais ce que je veux juste dire, c'est que quand même l'armée a quand même permis une stabilité en Algérie. Déjà à l'époque, après la révolution d'octobre 88, et tout ce qui s'est passé, et justement ces mouvements qui étaient montés au maquis, et on connaît ces années noires où en tout cas on se souvient de cette époque. L'armée assure et assume une stabilité en Algérie, qu'on le veuille ou non. Que l'armée ne joue pas un rôle politique, je suis d'accord, et tu as raison.
Par contre, l'armée, elle se doit justement d'être garante du bon fonctionnement de l'Algérie. Si demain l'armée tombe, l'Algérie tombe. C'est une certitude. Pendant les années noires, elle a eu un rôle assez trouble quand même, l'armée. Hein, pour certains, en tout cas. Ouais, pour certains. Alors moi, je partage pas complètement l'avis de Absam sur ce point-là, sur l'armée. Je dis pas que dans le passé, elle n'a pas joué ce rôle et qu'il fallait qu'elle le joue. Franchement, il y a pas de souci. Les historiens le démontreront encore. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, le peuple algérien, à mon avis, est plus que mature pour se passer d'une armée qui joue un rôle politique. Parce que le rôle politique aujourd'hui qui est joué par l'armée, il faut le dire, il est plutôt malsain. Parce que c'est un mélange, effectivement, de rôle régalien, c'est-à-dire l'armée en sens protection des frontières, etc. Il y a un rôle malsain dans l'économie, puisqu'il y a un partage d'un certain nombre de pans de l'économie qui sont liés à l'armée. Et puis il y a un rôle politique où en clair on choisit, inutile de rappeler, même si le contexte est complètement différent, le fait d'avoir été chercher notamment Bouteflika pour sortir, même si c'est pas lui complètement. Chercher Boudiaf aussi. Voilà, d'avoir sorti. Donc du coup, moi je pense qu'elle outrepasse son rôle. Oui. Et si on veut sortir l'Algérie par le haut et faire en sorte de lui donner une dynamique positive pour son peuple, je pense qu'il faut que l'armée, elle comprenne. Je dis la même chose que toi, que l'armée n'a pas à faire de politique. On est bien d'accord. L'armée aux casernes. Allez, Mohamed qui est avec nous, 01 40 33 9 pile pour nous donner votre avis. Élection, constituante ou aucune des deux. Votre solution, en tout cas, on l'attend. 01 40 33 9 pile. Mohamed, bonjour. Merci, bonjour. Merci à vous inviter. C'est vrai que l'armée joue un rôle important. Mais l'armée, c'est pas cette mafia de généraux là qui détiennent l'état-major et tout. Il y a l'armée, la vraie armée, l'élite, les intellectuels qui sont en bas qu'on voit pas. Aujourd'hui, il faut aller au présidentiel, mais il faut aller comment au présidentiel. Il faut pas revenir aux années 60, aux années de Chadli, de Boumediene, de Bembella. Et on a ras-le-bol. Aujourd'hui, on veut une armée qui reste à la caserne, c'est vrai. Et on veut un gouvernement qui n'est pas géré par l'armée, intellectuelle et de jeunes. Aujourd'hui, il faut prendre du temps, il faut préparer déjà une bonne préparation. Il y a Monsieur Ali, il y a Abdelnour à qui nous avons entièrement confiance. Il y a Abben, le fils de Abben Ramdan. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont rien à voir avec la politique, qui n'ont jamais mangé avec toute cette mafia, alors qu'on prépare le gouvernement. Aujourd'hui, il faut créer un gouvernement provisoire pour faire marcher les affaires courantes et démarrer l'économie de l'Algérie. Il y a beaucoup d'intellectuels qui ont fui le pays, qui sont martyrisés ou bien qu'on a fait décarpir dans notre pays. Il faut les faire revenir, aider l'Algérie à sortir et enlever toute cette mafia. C'est vrai qu'il y a les anciens moudjahidines, les vrais, qui n'ont pas de carte de moudjahidine, qui détiennent la sagesse, qui aident le pays à ne pas tomber. C'est grâce à ça que l'armée tienne. L'armée, elle est l'élite et nous voulons une armée dans les casernes et nous remercions tous les militaires qui ont fait beaucoup de bien pour l'Algérie et qui travaillent dans l'ombre, pas cette mafia. Et la grande mafia en a ras-le-bol. On veut plus d'Américains, on veut plus de Français. On voudrait prendre notre pays en main et le gérer. Si quelqu'un veut travailler avec nous, qu'il est le bienvenu. Ouais. Mais pas pour nous nuire. Il faut que ça soit réciproque. Merci. Merci Mohamed. En fait, Mohamed vous dit quoi? Il voudrait finalement que l'Algérie devienne réellement indépendante parce qu'il remet en doute finalement qu'elle l'était depuis 62. Non, mais parce que l'Algérie a été gangrénée par la corruption. C'est une certitude. Et à tous les étages. Et que l'Algérie doit... Est-ce qu'on peut dire que le système en place depuis 62 a confisqué justement cette fameuse indépendance au peuple algérien? Alors il parlait des moudjahidines qui justement n'ont pas la carte de moudjahid, qui ne se sont pas déclarés parce que ils n'étaient pas à la recherche de l'appât. Et donc voilà, ce sont ces hommes-là qui ont justement participé à la révolution algérienne. Et lorsque l'on voit ces hommes et ces femmes qui ont été dépossédés de justement de cette liberté et que l'on voit ce qui se passe en Algérie, vous savez, avec il y a une transmission de moudjahidines, d'enfants de moudjahidines. Pourquoi on parle d'enfants de moudjahidines? Mais je ne vaux pas moins qu'un enfant de moudjahid et il ne vaut pas plus que moi. Donc pourquoi est-ce que lui
Érythrée. Il y a eu beaucoup d'abus à propos pourquoi de ça. il serait un super citoyen et moi, pourquoi est-ce que je serais un sous-citoyen? Et quand je dis sous-citoyen, naturellement, je pense à l'article 63 où justement il faut avoir la nationalité exclusive algérienne pour pouvoir occuper certains postes. Si moi j'en ai la compétence et que je suis binational, on doit me permettre au même titre que n'importe quel Algérien que d'occuper certains postes dans les ministères ou à d'autres endroits. Donc tu vois bien qu'il y a une démocratie à deux vitesses et moi ça me gêne. Bon, en tout cas, notre auditeur nous disait vouloir des élections, si j'ai Oui, bien oui. compris son propos, rapidement. Mais comment fait-on, Farid, parce que c'est un peu la demande générale du peuple, Oui. de se débarrasser totalement du système? C'est une censure, le système, tu le sais très bien. Le système en Algérie, il est partout. Oui. Et surtout, le système, ce sont les Algériens. La vérité, c'est celle-ci. C'est qu'on caricature en disant, par facilité, le système corrompu d'une certaine manière, de la clique militaire, etc. Mais la vérité, c'est beaucoup plus profond que ça. Et là où moi, je pense qu'on avait quelque chose de très positif, c'est que quand vous voyez autant d'Algériens dans les rues, Oui. sortir spontanément, et dans la durée, faut quand même le dire que ça dure maintenant depuis un certain nombre de mois. 21 vendredi prochain. C'est que on n'est pas uniquement dans on veut un autre président. La réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. Oui, C'est qu'en ça a fait, changé. moi je l'ai dit à cette antenne-là, moi je suis favorable et je pense que l'Algérie est en train de vivre ce qu'on appelle une révolution culturelle dans tous les sens du terme. C'est beaucoup plus profond que la simple élection présidentielle. C'est pour ça que pour moi, la finalité, ça ne peut pas être que l'élection C'est-à-dire présidentielle. culturel, Farid. Culturel, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans un changement de gap en termes de mentalité, en termes d'économie, en termes de beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure de la révolution qui a été confisquée. Oui. La révolution algérienne on va dire, qui a amené à l'indépendance en 62. En réalité, elle n'a pas été confisquée depuis 62. Quand on regarde bien, elle a été confisquée quelques années après. En 65, à l'arrivée de Boumedienne. Notamment, exactement. C'est en vérité. Le coup d'État. 3 ans après. Et bien sûr, parce que quand on parle de Moudjahid, les véritables Moudjahid, en tout cas ceux qui ont initié la révolution, ceux qui l'ont porté intellectuellement, militairement, etc., ce sont des gens effectivement qui ont été plus ou moins balayés. Et donc du coup, effectivement, il y a un souci. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une véritable chance pour l'Algérie d'être un véritable pays pionnier sur l'Afrique, sur la Méditerranée et bien au-delà. Pour ça, il faut qu'il y ait une révolution qui soit la plus complète possible. C'est bien sûr la constitution, une nouvelle constitution, mais je pense qu'il faut quand même en profiter et je pense que les Algériens sont très matures. En tout cas, je parle des Algériens qui vivent en Algérie, sont beaucoup plus matures sur ce point-là pour faire changer complètement les choses, de manière à ce que l'armée reste aux casernes, comme ça a été dit, que l'économie puisse prendre son envol, qui est aussi, il faut le dire également, une redistribution des richesses le plus équitable possible. Ouais. Et je pense que c'est au-delà de la simple élection. Moi, je vais vous dire, au-delà de l'Algérie, dans tous les pays qui parfois ont des difficultés de développement, je suis contre l'imposition d'une démocratie occidentale. C'est-à-dire de copier le modèle démocratique que nous avons pu avoir, par exemple, en France ou ailleurs, de le copier pour ces pays-là. Parce qu'ils n'ont pas la même histoire, parce qu'ils n'ont pas le même process, parce que ce ne sont pas les mêmes populations, On peut pas transposer. et on ne peut pas transposer. Donc moi, quand j'entends des gens qui veulent absolument qu'il y ait l'élection, et donc du coup qu'on y mette un autre, pardonnez-moi l'expression, un pantin pour un pantin, moi ça m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, même si on y met un président demain, même s'il est élu de manière majoritaire, et vous savez, connaissez le système mieux que moi, c'est-à-dire qu'en fait, on ne prend en compte que ceux qui vont voter, même s'il y a une majorité de gens qui vont voter, il va se dégager un président. Mais pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Si c'est pour uniquement être le représentant d'un pays, la vérité c'est que moi il me va très bien le président par intérim, en réalité. La question c'est derrière, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Par contre, je conçois les acteurs économiques qui sont dans le pays, les gens qui vivent en Algérie à l'heure actuelle, effectivement il y a un ralentissement. Parce que comme on a un flou global, politique, constitutionnel, tout ce que l'on veut, c'est vrai que les agents économiques n'aiment pas trop ça, l'économie n'aime pas trop ça, donc effectivement, je pense qu'il faut sortir maintenant par le haut, mais pour moi, la sortie par le haut, c'est l'aboutissement total d'une révolution culturelle, d'une révolution la plus large possible pour faire de l'Algérie ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire une puissance économique dans la région. Méziane est avec nous, 01 40 30 39 000. Bonsoir Méziane. Bonsoir, bonjour à vous Bonjour. tous. Oui, salam alaikum à tous. Alors, Écoutez, je viens de prendre l'émission en cours, là. Vous parlez de ce qui se passe chez nous en Algérie. Eh bien, écoutez, j'ai suivi pas mal les débats à la télévision et sur différentes chaînes.
Il y a un consensus général. Le peuple ne fait plus confiance à ce pouvoir. Il ne veut pas négocier avec lui. On ne négocie pas avec les voleurs. On ne négocie pas avec les arnaqueurs. Le système est vérolé jusqu'aux petites communes dans les APC, c'est-à-dire les communes, les mairies. Ils ont maillé le pays de tout leur soutien et leurs acolytes, c'est-à-dire intéressés pour bouffer au fameux gâteau. Donc il va falloir rebaser la maison Algérie depuis les fondations, c'est-à-dire la Constitution. Il faudrait créer un cadre solide pour que n'importe quel président ne puisse pas jouer comme il veut. Parce qu'il sera pris dans un cadre constitutionnel. On met qui pour ça? Comment? On met qui pour ça? On met qui? C'est l'Assemblée constituante, c'est-à-dire il y a le peuple a son mot à dire par wilaya, et on décide de ceux qui vont écrire la Constitution, et puis ils vont voter, ça mettra le temps qu'il faudra. Alors, ça c'est une proposition concrète, ça, Méziane, bravo. Méziane, comment est-ce que vous déterminez qui doit siéger justement dans cette Constitution? Apparemment, il te parle à l'échelle locale. Les gens, ils sont capables de s'organiser par wilaya. Ouais. Il y a 48 wilayas. Ouais. Dans chaque wilaya, il y a des comment on appelle ça, des associations, peut-être des nouveaux partis, et ainsi de suite. Eh bien, il peut y avoir des assemblées populaires qui peuvent se réunir en disant voilà, moi je propose telle solution, telle autre, et ainsi de suite. Et puis on finit par voter par élimination. Ah, donc il y a une élection. En fait, il y a une élection au niveau local qui nous emmène et nous glisse tranquillement au niveau national. C'est ça. Absolument, bon. absolument. Ça, c'est une proposition concrète, Méziane. Les départements, comme on dit, les wilayas. Oui, bien sûr. Commencer à l'échelle locale parce que c'est très important. Qu'est-ce que vous en pensez? Et remonter jusqu'au plus haut pour arriver à un consensus général. Oui, ce qui est pas évident. Parce que ce pouvoir-là, on a bien compris. Toutes les cartes qu'il a jouées, toutes les cartes de division, avec le fameux drapeau à Mazir, avec les gens qui sont payés pour venir foutre le bordel, avec l'internet, enfin avec les réseaux sociaux. Ah non, c'est pas payant. Oui, alors je crois qu'en fin de compte, comment on appelle ça, ce pouvoir, il faut rien attendre de lui. Il veut pas partir. Pourquoi? Parce qu'il a joué toutes ses cartes et il est le dos au mur et il sait que de toute façon il aura des comptes à rendre. Bon, Méziane, merci beaucoup en tout cas pour cette proposition concrète. C'en est une, messieurs. On se sert, nous dit Méziane, de la politique locale, on y organise des élections, chacun peut s'y présenter, etc. pour arriver tranquillement glisser à un schéma national. Ça vous paraît viable tout ça Alors, juste à propos, combien de temps ça va prendre justement de déterminer et de désigner des gens pour siéger dans cette constituante et ces personnes qui siégeraient dans cette constituante, ils y siégeraient combien de temps? Et pour faire quoi? Vous voyez, il y a beaucoup d'interrogations et c'est juste. Alors, moi, je trouve l'idée belle, mais franchement, techniquement, ça va être, ça serait difficile à mettre en place. Et que de toute façon on partage le même avis, le pouvoir revient au peuple et donc on doit être élu démocratiquement pour pouvoir représenter les administrés et les citoyens, pardon. Mais ça n'est ni plus ni moins qu'une élection, une constituante en fait. Donc pourquoi est-ce qu'on va pas directement à l'élection présidentielle? Alors, je vous donne une information qui est à prendre avec beaucoup de pincettes, mais qui vient de quelqu'un qui est bien placé dans l'institution militaire algérienne. A priori et apparemment, les autorités algériennes en poste en ce moment ont rappelé tous les appelés du militaire pour empêcher toute manifestation vendredi prochain. D'accord. Donc, a priori, d'après ce que me dit ce monsieur, qui est dans cette instance, donc me dit vendredi il y a un empêchement général à ce que les gens se manifestent. Et ça c'est une bonne chose, ça, ou on part vers finalement quelque chose qu'on redoutait aussi quelque part, l'autoritarisme, etc. Bon, moi je pense qu'il faut bien se garder de faire tout plan et de vouloir faire peur. Non, mais c'est pas faire peur. C'est Mais la réalité c'est qu'ils étaient déjà mobilisés. Il y a là effectivement. On aurait fait appel aux appelés, enfin aux réservistes. Oui, non, mais moi ça me choque pas. La réalité, ça c'est pas ça qui est choquant. C'est que on l'a dit tout à l'heure depuis quand même pas mal de mois. Vous avez sur le terrain des forces policières, des gendarmes, etc., des militaires qui sont mobilisés. Il faut aussi comprendre que ces gens-là aussi ils ont des familles, que aussi ils sont fatigués. Ouais. Moi, je suis pas choqué de faire appeler à des réservistes. Par contre, si derrière le sous-jacent c'est le pouvoir militaire veut tourner la page et faire en sorte de très très vite avoir un nouveau président et faire comme si de rien n'était, bien sûr, ça a toujours été sa stratégie. Sa stratégie, c'est effectivement de faire en sorte de maintenir son pouvoir
à travers là, c'était le cas d'un intérim, potentiellement un candidat qui vont sortir du chapeau. Ouais. On a bien l'impression que c'est pas du tout la volonté du peuple algérien aujourd'hui. Pour revenir à ce que disait notre auditeur tout à l'heure sur l'élection, une proposition à l'échelle la plus locale. Oui, pourquoi pas. Mais ouais. en vérité, c'est déjà le cas. En Algérie, vous avez des élections locales qui sont complètement libres, oui, mais là, qui font partie du système au sens général. pour arriver à une assemblée populaire. Mais les élections législatives, c'est quoi? Ouais. Ça n'est que une élection locale pour une assemblée. Oui, mais là, on veut tout algérienne. dégager. Là, on veut casser le système, on veut tout dégager. On veut repartir de zéro. Non, mais dégager le système sans avoir des principes, sans avoir des prédispositions, en fait, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que les gens qui sont aujourd'hui élus, dites-vous bien une chose, s'ils sont élus, c'est qu'ils ont malheureusement parfois plutôt réussi à convaincre un certain nombre de personnes. Oui. Ils réussiront demain également. La vraie question, c'est que le ménage, en fait, il est beaucoup plus profond que ça. Le ménage, c'est, je dis peut-être une bêtise, c'est pourquoi pas ne proposer d'affirmer plutôt que ne peuvent se représenter aux législatives ou aux municipales ou à l'élection présidentielle, j'en sais rien, que des gens qui ne se sont jamais présentés ou qui n'ont jamais eu de mandat jusqu'à présent. Oui. C'est une hypothèse, c'est une piste. Ouais, peut-être qu'elle n'est pas bonne, j'en sais rien. Mais en tout cas, mais si on veut vraiment changer les choses, c'est beaucoup plus profond. C'est pas ce que je veux faire comprendre à notre auditeur, c'est que ça n'est pas uniquement l'élection pour l'élection en vérité. Parce que l'élection pour l'élection, c'est très facile en vérité. Ouais. On organise, on fait un semblant de campagne pendant, je dis une bêtise, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous allez avoir des gens nouveaux parfois même. Mais là, si on change pas les mentalités, si on change pas les pans de l'économie qui sont maîtrisés, qui sont par le pouvoir militaire, en fait, on va que repousser les choses. Or, je pense que les Algériens dans leur ensemble, en tout cas le peuple algérien qui est sorti dans la rue, il mérite beaucoup plus et surtout, je pense qu'il veut beaucoup plus. On va accueillir Ossine qui nous appelle lui de Dijon, 105.1 la fréquence pour nous écouter. France Maghreb 2. Bonsoir Ossine. Ossine ? Ah bah il est parti. On l'a perdu. Il est parti organiser les élections lui. Du côté de Dijon. Bon, on revient dans un instant pour continuer de prendre un ou deux appels avant que l'on change de sujet. On va revenir en France avec cette épopée judiciaire qui remonte quasiment à mon enfance. Nanar Tapi qui a été acquitté hier, en tout cas sur la partie escroquerie. On va quand même se poser des questions parce qu'il y a des noms quand même qui devraient revenir dans cette affaire et qui n'apparaissent pas. Et d'ailleurs certains journalistes posent la question, le nom de Sarkozy, de Lagarde, qui ont favorisé à effacer cette dette de Nanar Tapi en 2007 notamment. Donc on va en reparler dans un instant. Bernard Tapie, s'agit-il d'une victoire pour lui ? Alors pas totalement parce que bon, a priori il y a encore d'autres chefs d'inculpation, mais en tout cas la prison et le HEPS semblent s'éloigner pour lui. Quoi qu'il en soit, je rappelle que Bernard Tapie est âgé de 73 ans et il doit encore de l'argent, il doit encore beaucoup d'argent. Mais il est atteint d'un double cancer qui évidemment l'a fortement affaibli. D'ailleurs, il n'était pas à son procès hier. Et il a tout simplement appris cette nouvelle à l'hôpital. On est de retour très vite pour un ou deux appels et j'aimerais qu'on soit dans la proposition comme on essaye de l'être dans cette émission parce qu'il est bon d'analyser, il est bon de commenter, mais il faut aussi proposer et je pense qu'il est temps maintenant aujourd'hui d'essayer de commencer à proposer les choses de manière concrète. C'est ce qu'a essayé de faire Méziane, c'est ce qu'a essayé de faire Abdeslam, Farid, qui sont avec nous. À vous de jouer aussi, parce que on se doit en tout cas de trouver cette solution pour sortir de cette impasse qui ne mènera évidemment à nulle part si tout le monde campe sur ses positions. Essayons de trouver un consensus ensemble dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Il s'appelle Abdeslam Itache, il est élu centriste Modem dans le 93. Farid Tamsamani, lui, travaille plutôt dans l'intelligence artificielle. Économique. C'est quoi d'ailleurs l'intelligence artificielle? Ah, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire. Rien dire. Donc on dit quoi? L'intelligence économique? Économique. D'accord. Farid Tamsamani dans l'intelligence économique. Et ça peut nous servir aussi, voilà, parce que on a besoin de trouver des solutions ensemble pour cette Algérie que l'on veut évidemment grandir de tout cela. Avec cette question aujourd'hui, donc l'intérim de la présidente de Ben Salah qui a expiré hier, vous le savez, faisant sortir l'Algérie du cadre constitutionnel. Êtes-vous pour l'organisation d'une élection présidentielle au plus vite ou la mise en place d'une constituante ou encore
Pas aucune des deux, c'est ce que vous votez donc sur Twitter. 57% sont favorables à l'organisation d'une élection sur Facebook, France Maghreb 2, et c'est le aucune des deux d'ailleurs, je crois, qui est en tête sur Twitter, le grand forum FM2 pour voter. Pour nous appeler 01 40 33 9000 pardon. En tout cas, on aspire à trouver ensemble des solutions. Depuis maintenant le 22 février, on en parle et on en reparle. On essaye de décortiquer à chaque fois ce qui s'y passe. Et aujourd'hui, force est de constater quand même qu'on entre dans un moment un peu particulier, un peu crucial quand même. Abdeslam, et essayons ensemble de trouver donc cette solution et la solution proposée par Méziane et par toi également, toi qui es favorable à l'élection présidentielle au plus vite. Le problème il est toujours le même, c'est que il n'y a aucun parti pour l'instant qui se dégage, puisque tous les partis ont été, j'allais dire, saucissonnés ou bâillonnés par la cachérisés si tu veux, par la présidence Bouteflika, et même bien avant d'ailleurs, ce qui fait que personne n'a pu émerger finalement, et on le voit dans cette hiérarchie que il y a aussi de l'infiltration. Alors là, ma question elle est toute simple. Vous dites oui, l'armée aux casernes, mais l'armée pour l'instant essaie, en tout cas de ce qui apparaît, essaie justement de préserver l'infiltration de quelques personnes, de quelques mouvements qui voudraient le chaos en Algérie. Ouais. Est-ce qu'on peut pas lui accorder ce crédit là au moins? Elle assure la stabilité, ça je l'ai déjà dit, mais ensuite. Donc elle est obligée quand même de veiller. Bien sûr qu'elle a le devoir, mais c'est sa fonction essentielle d'assurer la sécurité du pays. Mais derrière ça, en effet, on parle de la médiocrité de l'opposition, mais paradoxalement, on a des Algériens qui ont une vraie culture politique, qui ont toujours suivi la politique, et à l'époque. Lorsqu'il y a eu justement cette révolte en 88, les gens voulaient déjà du changement. Et lorsqu'il y a eu démission de Chedli Benjdid et qu'il a été question d'une élection, à ce moment-là, il y a eu un mouvement qui était le Front Islamique du Salut, qui est apparu. Et pour beaucoup de gens, c'était le renouvellement. Bon, c'était le choix des Algériens. Je le partage pas, ce choix-là, mais c'était pour un grand nombre d'Algériens, c'était un choix par dépit, parce qu'ils voulaient absolument mettre une claque au pouvoir en place et passer à autre chose. Donc ensuite, les Algériens ont vu ce que ça a donné, et évidemment, ils ne veulent pas vivre ces 10 années, ces 10 années noires là. Et aujourd'hui, ils y vont de manière avertie, et on le voit bien dans les manifestations. Pendant des semaines et des semaines, ça s'est passé de la meilleure des manières, de manière pacifique. Les gens nettoyaient les rues, ils offraient des fleurs à l'armée et ils leur demandaient justement de rejoindre le mouvement, parce qu'ils ne veulent pas un embrasement. Et l'armée, je persiste et je signe, l'armée est là justement pour assurer la stabilité du pays. C'est la fonction essentielle de l'armée. On va accueillir Zora qui est avec nous au 01 40 33 9000 pour une dernière intervention sur ce sujet-là avant qu'on passe à l'affaire Bernard Tapie. Zora qui nous appelle Damien. Bonjour Zora. Bonjour. Bonjour, on vous écoute Zora. Ben voilà, moi, ce que je propose, que l'armée, elle rentre dans sa caverne et qu'ils s'occupent de leur travail essentiel, c'est la sécurité du pays, bien sûr, la sécurité des Algériens, et elle laisse la politique aux politiciens. L'armée, elle veut pas comprendre ça. Il y a eu des centaines de propositions par des gens qui sont propres, qui savent, ils ont trouvé même l'accord du peuple algérien, mais elle n'accepte aucune proposition. Sa proposition, c'est faire les élections présidentielles. Faire les élections présidentielles avec qui? Et qui sont les candidats? C'est leurs candidats à eux, à l'armée qui va préparer leurs candidats comme avant, c'est-à-dire les 40 millions des Algériens qui manifestent tous les vendredis dans les rues d'Alger. Ouais, comme mon nom, ils sont plus 40 millions. Ça fait longtemps quand même. Pour rien. Ouais. Bon, merci Zora en tout cas pour votre appel, parce qu'on doit avancer. En tout cas, merci pour votre appel et pour votre point de vue. On va juste écouter Monji qui nous appelle lui de Marseille et qui appelle souvent aussi pour parler et donner son point de vue. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui l'ai démarré, je crois. Monji.
Bonsoir. Bonsoir, Manji. Bonsoir. Ben oui, mais je sais pas, c'est votre ami là, le centriste, là, en fait, les centristes, ils ont le bâton au milieu. Je crois qu'il y avait un problème de chronologie, c'est tout, je voulais remettre les choses en... C'est un starter automatique. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit comme bêtise? Il y avait un problème de chronologie, la démission, forcée de Chadli Béjid, le résultat du coup d'État, c'était après les élections ou c'était entre les deux tours. C'était entre les deux tours de Chadli qui a amené les élections. C'était entre les deux tours des législatives. Pardon? C'était entre les deux tours aux législatives. C'était après le premier tour, effectivement. Oui, c'est ça, entre les deux tours. Ah oui, donc entre les deux tours, mon Dieu, je joue pas sur les mots. Deux tours parce qu'il y avait qu'un seul tour, en fait. Ils ont annulé le deuxième tour. C'est là où il y a eu le coup d'État, en fait. Voilà, c'est juste pour remettre ça au clair, parce que c'est important, la chronologie. Vous avez dit que les élections, ils ont... Voilà, il est puni. Ouais, on est en train de te perdre, Manji, là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de réseau à Marseille, c'est ça? Non, je suis là, je sais pas, vous m'entendez ou pas? Bon, juste donne-nous ta proposition, parce que vous êtes nombreux à gueuler, à critiquer, mais attends, proposez un peu, les gars. Que les militaires arrêtent de nous embêter, de se mêler, de se leur regarder pas. Et si les gens qui veulent être gouvernés par des militaires, c'est les gens qui pensent. Bon, on t'a perdu, Manji, je suis désolé. Hein. En tout cas, il a raison sur une chose, l'armée ne doit pas faire de politique, ça on est bien d'accord. Oui, bon, d'accord. En tout cas, ça, on est au moins tombé d'accord là-dessus, en tout cas, d'un point de vue général. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec qui faire des politiques? Zora nous dit on va laisser la politique aux politiciens, mais est-ce qu'il y a réellement des politiciens dans ce pays encore aujourd'hui? C'est bien ça la question, Farid, non? Oh, je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Ouais. Mais il faut qu'ils se fassent connaître, il faut qu'ils émergent. La difficulté, encore une fois, c'est faire la politique pour faire de la politique. Je pense que les gens en ont plus que marre en Algérie. La réalité, c'est est-ce que on en revient toujours pareil. Est-ce qu'ils véritablement ils seront libres de faire ce qu'ils veulent une fois démocratiquement élus ou non? La vraie question, c'est ça. Bon. L'histoire de l'Algérie politique récente démontre que il y a un équilibre, ou en tout cas il y a un jeu du pouvoir militaire sur les aspects économiques et politiques qui fait qu'en fait effectivement le peuple algérien n'a pas forcément confiance. Bon allez, on passe au zapping avant de parler de Bernard Tapie dans un instant, au lendemain de cette surprise générale. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça veut dire... Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Alors pour ce zapping, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, pour commencer, un témoignage incroyable récupéré dans le 1945 de M6 hier soir. Une maman déclare avoir accouché toute seule dans une maternité à Lyon. Le personnel l'avait tout simplement oublié. La petite Lou dort paisiblement. Il y a un mois, elle est venue au monde dans des conditions incroyables. Le 7 juin à 5h30 du matin, alors que son arrivée est imminente, ses parents se présentent à la maternité. Le papa file accompagner la grande sœur chez des voisins, pendant que Colline, la maman, est conduite par une infirmière en salle de travail. Au moment de m'installer, elle m'indique que l'anesthésiste est prévenu et vient me poser la péridurale et personne n'est jamais venu. Le bébé se présente. Colline cherche le bouton d'appel, mais celui-ci est emmêlé dans les câbles, elle ne le trouve pas. Elle appelle ensuite à l'aide, en vain. Pendant une demi-heure, j'ai hurlé. Personne n'est venu. J'ai accouché, donc toute seule, elle est née, voilà. Et donc je suis sortie avec elle. Et à ce moment-là, évidemment, prend le bas de combat. Quand l'équipe soignante m'a vue, tout le monde s'est affairé. Et pour cause, Colline s'est levée dans le couloir encore relié à son bébé par le cordon ombilical. Pendant tout ce temps, son mari revenu sur place a été invité à patienter en salle d'attente. Le temps, lui dit-on, de poser la péridurale. Ça paraît incroyable, les gars, là. Bon, c'est quelque chose d'exceptionnel. Non, mais d'accord, mais encore heureux. Non, mais attendez, c'est quand même incroyable, quoi. Ouais. On aime bien, critiquer ce qui se passe dans les autres pays, mais alors franchement, on n'a rien à... C'est pour ça qu'il faut retirer les pauses. Ouais, non mais cela étant, on n'accuse évidemment personne parce que ce que font le personnel dans les maternités, c'est extrêmement compliqué. Les services sont très longs. C'est beaucoup de stress. Mais là, c'est incroyable quand même, Farid. T'imagines dans quelles conditions elle a accouché, la pauvre? C'est franchement... Je tire mon chapeau parce que non mais incroyable. L'accouchement en lui-même, il a dû être terrible déjà. C'est déjà assez compliqué en règle générale. Il faut quand même préciser que la péridurale n'existe pas partout, que c'est quelque chose de relativement récent même pour la France, et que les femmes effectivement qui accouchent. Qu'est-ce que t'appelles récent?
je veux pas C'est dire. vrai qu'à l'appel à l'époque de ma mère, oui, ça n'existe pas, mais. Je crois que c'est beaucoup plus récent que ça, Christophe. Hein. Ouais, la non, péridurale en France. De ma mère de Noël. Non. Non, je crois, franchement, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça a moins de 20 ans. Hein. Ouais, quelque chose la péridurale, hein, c'est quelque chose de très très récent. Et à l'heure où on parle, vous avez un certain nombre de pays où ça n'existe pas. Absolument, absolument. Bon, voilà pour cette, en tout cas cette maman qui a vécu un petit peu un accouchement un peu particulier. Ça s'est passé à Lyon, en France. Donc, rien ne va plus entre le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et les profs. Il a été accueilli sous les huées du côté de Bordeaux à l'occasion d'un déplacement. Le ministre de l'Éducation nationale accueilli dans la banlieue de Bordeaux sous les huées, vous l'entendez, d'une centaine de manifestants protestant contre la réforme du lycée. Blanquer, là, on sent que le bras de fer, quand même, est important. Il est engagé. Les profs sont pas contents. Mais heureusement, tous les gamins ont eu leur note. Heureusement. Le jour où les profs seront contents, tu me le diras, parce que depuis ça tacle là. Ouh là là. C'est la vérité. Ouais. Ce sont des éternels insatisfaits. Rien ne va. Et d'ailleurs, j'avais dénoncé à l'antenne il y a 2 jours justement le statut des enseignants qui justement travaillent 6 semaines et ensuite ont 2 semaines de congé, qui ont le mois de juillet et le mois d'août, qui n'ont pas des petits salaires. C'est pas vrai. Autant il y a un gel des salaires dans les fonctions publiques, que ce soit la fonction publique d'État, hospitalière et territoriale. Ça je veux bien, mais c'est pas les plus à plaindre. Tu modères un peu les propos d'Abdeslam, Farid, ou tu acquiesces? Non, je modère parce que les professeurs font un travail exceptionnel. Je parle de l'ensemble du corps des enseignants au sens général. Là concernant on va dire la réception du ministre de l'Éducation nationale à Bordeaux et puis la prise en otage de certains des copies ouais. Je pense qu'il faut quand même dire que ça reste une minorité, que globalement, parce qu'en vérité, qui est affecté par ça? Ce sont les élèves, c'est les gamins, c'est nos enfants. La vérité, la méthode est bonne, Farid, franchement. C'est ça. Moi, ce que je l'ai dit alors à cette antenne-là, ce que je n'accepte pas, en tout cas ce que je réprouve, c'est le fait d'avoir été chercher des copies pour ensuite les garder en otage. Je pense qu'il y a d'autres moyens d'exprimer sa colère, notamment vis-à-vis d'un ministre de l'Éducation nationale. Là, c'était un peu moyen, je pense. Après, ils vous diront, eux, que c'était peut-être le seul moyen de se faire entendre. Oui. Est-ce que ça a réussi? Est-ce que la réforme a échoué ou elle ne passera pas? Non. Je ne crois pas. Ouais. Et moi, j'ai envie de vous dire, ce sont toujours les mêmes qui sont concernés. Ce vrai. sont toujours les mêmes établissements. Parce que la réalité, c'est quoi? Ça n'est pas les établissements du 6e ou du 7e arrondissement de Paris qui vont être affectés. Ce sont toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes types. J'aime pas dire ça. J'ai utilisé ici le terme de très très syndiqué, je crois. Oui. Où un auditeur m'avait repris. Exactement. Bon, on va pas faut pas se mentir. Ce sont toujours globalement les mêmes et les victimes ce sont toujours les mêmes. Mais encore une fois, ça reste une petite minorité pour l'ensemble de la fonction. Bon. Après, je pense qu'il y a un véritable débat sur l'éducation en sens général. Ils ont aussi leur mot à dire parce que ce sont des professionnels sur le terrain. Mais je pense qu'il y avait peut-être d'autres moyens. Très bien. Alors on enchaîne dans ce zapping. Tiens, des nouvelles de Gérard Collomb, qui, vous le savez, voulait se lancer dans la bataille de la municipalité à Lyon. Sauf que, il va pas franchement y aller tout seul. Il a quand même dit du bien du président de la République, qu'il a rencontré, avec qui il a déjeuné dimanche soir. Et visiblement, le président a réussi à le convaincre d'y aller avec son adversaire. Le président de la République, je le connais un peu, est un bon connaisseur de la carte électorale pour ne pas donner à un moment donné son avis. Certes, il y a des commissions. Moi, j'étais dans la commission qui s'occupait des législatives. Donc, je sais qu'in fine, les arbitrages sont toujours faits au plus haut niveau. C'est un moyen de garder le contrôle, finalement, non, que Gérard Collomb a trouvé là? S'ils trouvent un consensus, tant mieux. Ouais. Tant mieux. Bon. S'ils peuvent partir sur un projet commun, il y a pas de souci. Mais alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que lorsqu'il a quitté le poste de premier ministre, de l'Intérieur, pardon, du lapsus, c'était surtout pour se concentrer sur sa municipale. Ouais. Qu'il savait. Finalement, il y va pas tout seul. Ouais, il y va pas tout seul. Enfin, il sera quand même maire. Macron, on l'a convaincu de ne pas y aller tout seul. Oui, mais il sera maire. Et il sera maire. Oui, il sera maire. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles de la bataille à Paris, là. C'est aujourd'hui que ça va être désigné le candidat officiel de En Marche. Ouais. Oui, le candidat du président, c'est, vous le savez, Griveaux. Mais
Je sais pas si on peut dire candidat du président. C'est comme ça que ça avait été vendu. Il est présenté par la presse. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, à mon avis, le président de la République se garderait bien de dire qui il choisit. Et je pense que le fait d'avoir dit que c'était le candidat du président n'a pas été si positif que ça pour, à mon avis, Griveaux. C'est une personnalité de qualité. Dans les sondages est très en avance sur lui. Oui, et d'ailleurs, ce serait lui qui serait donné plus en avance que Griveaux dans les sondages. Oui, ça, on parle de Villani là. Oui, Villani, tout à fait. Qui a été rejoint par Majoubi, etc. Alors justement, le président de la République était à Lyon, et c'est quand même Emmanuel Macron qui est donc à l'origine, rappelons-le, de cette alliance. Donc Gérard Collomb qui rejoint son adversaire entre guillemets. Emmanuel Macron s'en est expliqué. Donc peu après son déjeuner, c'était dimanche soir. Gérard Collomb, je le dis, a été et pour cette ville le grand transformateur, et il a un rôle essentiel à jouer dans l'avenir de la ville et de la métropole. David Kimmelfeld aujourd'hui est sur la présidence de la métropole et il a un rôle très important à jouer, et moi je veux qu'ils agissent ensemble. Ils auront à s'exprimer, mais je sais que les bons choix seront faits. Quand on décide de travailler ensemble dans l'esprit constructif et d'avenir, on y arrive. Ça ressemble quand même comme quelqu'un qu'on pousse un peu à la porte, quoi. On essaie de le remplacer, on assure la transition, voilà. Non, vous trouvez pas? Moi, je suis plutôt choqué d'entendre un président de la République se mêler de politicienne sur un territoire. Lorsque ce sont d'autres présidents dans le passé qui l'ont fait, tous les journalistes se sont dit, mais de quel droit un président de la République se mêle de la tambouille interne d'une élection? Aucun journaliste se pose cette question. Et moi je trouve ça choquant. Bah oui, non mais d'accord, j'ai bien compris. Mais ce qui était reproché aux anciens présidents ne l'est plus visiblement pour le magicien. Non, mais pour le magicien, je sais pas. Mais ce sont des propos là, les propos qu'on a entendus du président de la République. Faut pas se mentir, ça a toujours existé, même dans le passé. Ouais. Mais dit publiquement comme ça. Ah oui. Moi je trouve ça un peu. Moi je pense que le président de la République. C'est le nouveau monde, Paris. C'est le nouveau monde. Non, moi, de ce point de vue-là, moi, je l'accepte pas. Pourquoi? Parce que moi, je pense que quand on est président de la République, on est président de tous les Français, de tous les partis. Il faut être dans une posture de rassembleur. Je suis très critique vis-à-vis d'un président qui a fait beaucoup de mal à notre pays, qui s'appelle Jacques Chirac. Et pourtant, Jacques Chirac était rassembleur. La vérité, c'est qu'il arrivait à être au-dessus de ça. Même Nicolas Sarkozy, qui est quand même qui a pas mal clivé, etc. Lorsqu'il était président de la République, sur ses postures officielles, en fait, il a jamais eu ce type de discours. C'est Paul Bismuth ou Sarkozy, tu me parles? Je te parle de Nicolas Sarkozy, président de la République. D'accord, ouais. Parce qu'il avait plusieurs entités. Enfin, Sarkozy avait quand même invité des chefs d'entreprise dans un hôtel particulier pour collecter de l'argent pour la campagne. Et mais alors, c'était pas public. C'était pas public. Il était. Ah non, mais c'est pas encore. Ils ont une activité personnelle. Que le président de la République a une activité. Mais t'as raison, le président est au-dessus des partis. Prendre le micro et arranger la tambouille interne, excusez-moi l'expression, la tambouille interne de la République en marche. Oui. Moi je trouve ça un peu juste, un peu limite. Oui, les présidents doivent pas s'en mêler. Nanar, Bernard Tapie, messieurs. Oui, il a été relaxé, vous le savez, pour escroquerie. Dans l'affaire de l'arbitrage sur son contentieux avec le Crédit Lyonnais, mon concert vient d'en prendre un sacré coup dans la gueule. Ça a été sa première réaction depuis son lit d'hôpital. Retour sur une épopée judiciaire. Alors, la relax de Bernard Tapie, est-ce que ça a surpris Farid Tamsamani? Complètement. Ah. Oui, complètement. Alors, ce qu'il faut quand même dire aux auditeurs, c'est une relax sur le volet pénal. Oui, absolument. Mais sur le volet civil, il a perdu. C'est-à-dire, on dit partout qu'en fait, il a gardé les millions. Mais en vérité, pas du tout. Non, il doit les rembourser. Les 400 millions, il doit les rembourser. Alors, je sais pas s'il va pouvoir les rembourser. Oui, mais il doit les rembourser. Mais il doit les rembourser. Ouais. Ce qu'il faut quand même dire sur ce dossier-là. Je dis pas de bêtises, en fait, je crois que les ennuis de Bernard Tapie, c'est le jour où il est devenu ministre de la ville de Mitterrand. Donc, pour vous dire, il y a un certain nombre de nos auditeurs qui doivent pas savoir. Il a regretté de faire de la politique à ce moment-là. Exactement. En 92, non, c'est ça? Exactement, je crois que c'est 92. C'était sous Édith Cresson, non, je crois, non? Oui, probablement. Bérégovoy déjà. Bérégovoy, d'accord. Et ça a duré 2 mois, je crois, même pas. Ouais. Où il a dû être éjecté. Et en clair, Bernard Tapie n'est pas issu du sérail, c'est pas quelqu'un issu de la technostructure. Et à l'époque, la gauche était très dure. Hein. Vous savez, la gauche qui donne des leçons à tout le monde. Oui. Très dure avec des gens qui sont justement pas issus du sérail, issus
clairement du peuple. Donc c'est le véritable rapport notamment aux chefs d'entreprise, à l'argent et aux gens issus des milieux modestes qui réussissent. En tout cas, c'est vrai que tu fais bien de le préciser, effectivement, sur la partie pénale, c'est-à-dire que il encourait jusqu'à 5 ans de prison, hein, je crois. Là, voilà, il a été relaxé là-dessus. Ce qu'il faut dire sur le volet pénal, je parle pas du volet civil, sur le volet pénal, il a été, si je dis pas de bêtises, il a été poussé par François Hollande et son équipe. C'est un règlement de compte, encore une fois, politique, de la gauche, où François Hollande, lorsqu'il accède au pouvoir, souvenez-vous, en 2012, en clair, tout ce qui a été fait jusqu'à avant lui, il faut le balayer. Même les choses positives, je parle pas de celle-ci. Parce qu'il avait eu le tort de soutenir Nicolas Sarkozy. Et parce que, effectivement, Bernard Tapie avait eu le tort de soutenir Nicolas Sarkozy. Ouais, ce qui est certain, par intérêt, aussi. Évidemment. Non, mais bien sûr. Ouais, mais ça a marché d'ailleurs. Ce qui est évident, c'est que, on a essayé de lui coller, cette affaire d'escroquerie. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait tout organisé, tout manigancé. Au-delà de Bernard Tapie, il faut dire qu'il y avait pas de preuves d'ailleurs. Non, mais il y avait d'autres personnes de renom, des juristes extraordinaires qui étaient mêlés à cette affaire-là, qu'on a essayé d'accuser à tort d'escroquerie et finalement tout le monde a été blanchi. Non, alors du coup ils ont pas été inquiétés eux parce que du coup la technostructure sait à qui s'en prendre et même lorsqu'on veut s'en prendre à quelqu'un de chez eux, généralement on le fait sous une autre forme. Je parle notamment de Pierre Mazot par exemple, le très grand professeur Pierre Mazot, qui a pas du tout été qui a été sollicité durant le procès, mais je crois pas qu'il était inquiété. Ce qui est sûr, c'est que c'est une décision qui est pour moi, alors heureuse pour Bernard Tapie, mais qui est très malheureuse pour la justice, dans le sens où en fait on a... Tu la déplores cette décision? Non, je déplore pas du tout la décision. Moi je pense que ce procès n'avait même pas lieu d'être en réalité. Pour moi, à titre personnel, sur l'histoire de l'arbitrage, en fait on en a fait une question politique parce que les montants étaient importants. La réalité c'est que Bernard Tapie n'avait plus d'argent, mais que si c'était quelqu'un qui avait de l'argent et qui aurait été, par exemple un étranger, qui aurait été au procès vis-à-vis de l'État, le risque pour l'État, pour nous contribuables, c'était pas 400 millions d'euros, c'était 6 à 7 milliards d'euros. La réalité c'est ça, parce que derrière c'est quoi? C'est que vous avez des gens qui l'ont escroqué, qui s'appelle le Crédit Lyonnais de l'époque, et le Crédit Lyonnais en fait c'était déjà une certaine technostructure on va dire, et qui finalement lorsqu'il a fait faillite, parce que les gens oublient, c'est que le Crédit Lyonnais a fait faillite avec notre argent en fait, d'une certaine manière. Quand ils gagnent de l'argent c'est pour eux et quand exactement, c'est nous qui remboursons. Mais alors, mais les noms de Sarkozy, Lagarde quand même, qui devraient quand même apparaître dans ce dossier, non? Sur quoi à propos? Bah quand même c'est eux qui ont participé à effacer cette dette. Mais en fait il n'y a pas eu de dette d'effacer. En fait, les gens confondent beaucoup de choses. Christine Lagarde, ministre de l'économie. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a rendu de l'argent. Mais Christophe, en fait, il y a un procès entre Bernard Tapie et le ministère des Finances et l'État. L'État risque 7 milliards d'euros. En droit privé, je parle bien du droit privé, parce que en fait le problème c'est que on confond l'État et le droit privé. L'État, pourquoi l'État est mêlé à ça? Parce que l'État en fait, le Crédit Lyonnais a fait faillite, ou en tout cas la structure du Crédit Lyonnais qui a fait faillite, c'est l'État qui a mis au pot. Donc du coup, en fait, les derniers représentants légaux de cette structure-là, c'est l'État. Et l'État dit quoi? Dit voilà, moi, j'ai un contentieux avec monsieur Tapie. Je risque 6 à 7 milliards si on va au tribunal. Dans le droit privé, ça, c'est tous les jours le cas. Vous avez des gens qui disent ok, on peut s'entendre. On peut s'entendre. Moi, j'ai un risque de 7 milliards. Peut-être que je vais peut-être pas les payer, mais j'ai la possibilité de faire un arbitrage. C'est quelque chose de tout à fait légal, de quelque chose de récurrent, normal. Moi, je vous le dis, parfois, j'accompagne des gens dans ce type de procédure. C'est quelque chose de normal. La difficulté, c'est qu'en fait, on ne voulait pas donner de l'argent à Bernard Tapie. Et pour faire les choses le plus cleanement possible, Christine Lagarde, en fait, fait quoi? Elle choisit des arbitres, franchement, qui sont au-dessus de tout soupçon. Qui était ministre à l'époque. Qui était ministre, mais les arbitres qu'elle choisit, c'est vraiment des gens d'une certaine qualité. Ensuite, la difficulté pour elle, là où potentiellement il y a un risque, c'est qu'elle signe une décision ministérielle, donc politique. Donc, en clair, si c'était pas Bernard Tapie, est-ce qu'elle aurait signé? C'était le vrai débat, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle a été, je crois, si je dis pas de bêtises, condamnée pour ça. Sur Sarko, il était président, donc du coup tous les malheurs de la France, c'était pour lui. Mais la réalité du dossier est beaucoup moins politique qu'on le croit. Maintenant, c'est Bernard Tapie, c'est le gars qui à une époque a réussi, c'est le gars qui vient d'en bas, donc du coup forcément c'est malhonnête quand il gagne de l'argent. Et je vous dis une chose, il a gagné, si je dis pas de bêtises, il les a perdus et finalement après 400 millions, je crois. Et ce qui avait choqué, en fait, c'est pas les 400 millions, c'est dans les 400 millions, c'est la quarantaine de millions de préjudice moral. Là, je suis d'accord, Christophe.
Là, mais là, du coup, ce sont les arbitres, c'est pas le ministère, c'est pas ni Christine Lagarde, ni qui que ce soit. Sur les 40 millions de préjudice moral, franchement, ça peut être discutable, je suis d'accord. Mais sur une procédure, tu as dit qu'il datait de 80, début des années 90. 90, ouais. Il y a des gens qui étaient même pas nés. Avec cette affaire. Bon, bah, ça fait 40 ans. Ça fait ça fait une trentaine d'années qu'on est là-dessus. L'affaire Adidas, Crédit Lyonnais, etc. Voilà. Ouais. Mais la victime à la base, c'est pour ça qu'il faut quand même le dire, la victime à la base, c'est Bernard Tapie, quoi. Mais on veut tellement changer les choses parce qu'à l'époque, il avait soutenu Sarko, parce qu'aujourd'hui, il soutient presque Macron. Donc, du coup, en fait, on va en faire un truc politique. Mais moi, je pense qu'il s'est fait léser dans cette affaire-là. Et que d'ailleurs, il en a récupéré, malheureusement pour lui, une maladie grave, un cancer, si je dis pas de bêtises. Un double cancer. Estomac, œsophage, je crois. Voilà. Je pense qu'on a été très injuste avec lui, que cette décision-là, bon, ça va lui faire plaisir, mais ça lui rendra pas son honneur, à mon avis. Et je pense que juste pour nos auditeurs, et je termine là-dessus, le principe de la règle d'arbitrage en droit privé, ce sont des choses qui se font tous les jours. Est-ce que c'est aussi simple que ça, Abdeslam, pour toi? Alors, d'abord, il a été relaxé, donc ça n'est pas un escroc. Si on suit les termes de la décision de justice. Oui, enfin sur la partie escroquerie, oui. Moi, je te rejoins, Farid, sur un point. Lorsque tu dis qu'il ne vient pas du sérail et que forcément, on a cherché à l'atteindre, mais de la même manière qu'on l'a fait avec Benalla et qu'on l'a fait avec d'autres personnes qui, lorsqu'ils viennent de d'autres horizons, on cherche à tout prix à les casser. Bon, vous allez pas me comparer Benalla à Tapie, arrêtez les gars. Mais de la même manière, il était attaqué. Ensuite, chaque cas a sa spécificité. Non, ce que je veux juste dire, moi sur son histoire, qui est quand même assez atypique, c'est un petit gars qui justement a commencé de rien du tout. Et il racontait même une fois que lorsque le type d'EDF venait pour couper le courant, il faisait pas de bruit à la maison, parce que quand le type n'entendait pas de bruit, c'est que les personnes n'étaient pas au courant et donc ils ne pouvaient pas couper le courant. Donc, et c'est quelqu'un qui a connu la difficulté, qui a sauvé des entreprises comme Moulinex à l'époque, qui était en faillite, et lorsqu'il a appelé tous les fournisseurs, il leur a dit c'est simple, vous savez, ou vous me faites un échéancier et je vous règle toutes les dettes de l'entreprise, ou sinon je vous paie rien et la boîte à coule et on n'en parle plus. Bon, bouge pas, tu finis dans un instant. J'ai la pub, moi. Et ça, Bernard Tapie, c'est pas lui qui va payer la mission, hein. Voilà, bon, il a plus de sous, il est ruiné. Dans un instant, on termine avec ton propos. Ensuite, le journal des sports, le journal de la CAN avec les premiers quarts de finale. Et on va parler du niqab, parce que le niqab est au sujet, à la une en Tunisie. Après le Maroc, voici que la Tunisie l'interdit dans toutes les institutions publiques pour des raisons de sécurité, et évidemment en référence à ce qui s'est passé la semaine dernière, évidemment cet attentat suicide à Tunis. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum avec notre centriste élu Modem, Abdeslam Itache est avec nous, avec Farid Tamsamani il est dans l'intelligence économique. Et on termine sur l'affaire Bernard Tapie, messieurs, et sur la relaxe, sur la partie escroquerie qui est tombée donc hier. Abdeslam, donc pour finir ton propos, cher Abdeslam, juste avant la pause. Non, je disais que ce qu'il avait fait lorsqu'il avait repris ses entreprises, qu'il avait d'abord sauvé l'entreprise, qu'il avait sauvé les fournisseurs qui justement avaient des créances qui n'avaient pas été honorées et qui ont été honorées au fil du temps, alors il est vrai que lorsque l'on reprend une entreprise qui perd de l'argent, la première, on se penche sur tout ça, on fait un audit et on voit un petit peu les choses qu'on peut dégager, notamment sur la masse salariale. Mais on va pas faire de la violence technique concernant ça, et je peux comprendre que les gens, lorsqu'ils perdent un emploi, ne comprennent pas les choix économiques. Mais il fait pareil pour Adidas. Et ensuite, on connaît l'histoire qu'il a eue. Et il le dit lui-même, je n'aurais jamais dû me lancer en politique, parce que là vraiment on lui en a voulu. Il avait été ministre de la ville, mais moi ce que je veux juste garder comme image, c'était quand même quelqu'un qui était un vrai VRP, qui travaillait, qui avait le sens de l'entrepreneuriat et qui a travaillé, qui a investi, et qui était une vraie success story. Ensuite, moi je vais pas parler de l'affaire OMVA et tout le reste, mais le type, mais Christophe, je te vois le dire. Je voyais déjà ta jambe tendue pour me tacler. Mais ce que je veux juste dire, le type se paye le FOSEA, a l'une des plus belles équipes d'Europe et la meilleure équipe d'Europe en 1993. Oui, du monde même. Ouais, non, d'Europe, ça ira. Ouais. Mais non mais allez-y. Non mais moi je veux juste garder à
à l'image, voilà, un type qui était dynamique et qui était un vrai entrepreneur. Qui était un tribun et qui parfois énervait quand même Farid, non? Ah, il a énervé en France. Tu te souviens des débats avec Le Pen, hein, mais bien sûr. Il n'y en a pas un qui... Avec Amar aussi, où il s'est pas laissé... Paul Amar avec les gangbox. Paul Amar a signé sa fin de carrière. Sa fin de carrière, ouais. À cause de ça. Mais vous savez, Bernard Tapie, il aurait été aux États-Unis, il aurait été président du pays. La vérité, c'est celle-ci. Ouais. Or, nous sommes dans un pays de culture catholique. Que Tapie est Trump des temps modernes. Avant l'heure. Mais bien, je rappelle que les États-Unis ont choisi un président qui s'appelait Reagan. Oui. Qui était acteur. Qui était un acteur de série. Enfin bref. De film western. En France, en vérité, on a deux soucis par rapport à l'argent. On a la culture catholique qui fait que l'argent est quelque chose de globalement de négatif. En fait, on n'a pas le droit d'afficher la réussite sociale. Et l'autre hypocrisie, c'est que le système, on va dire, on parlait tout à l'heure du système algérien, le système en France est lié de près ou de loin à ce qu'on appelle une technostructure. La technostructure, c'est quoi? Ce sont des grands corps d'État qui, pour y arriver, il faut passer soit par l'ENA, soit par Polytechnique, en tout cas par un certain parcours précis. Or, Bernard Tapie, mais comme des tas d'autres gens, ne sont absolument pas issus du sérail. Et quand il est devenu ministre, quand il a décidé de faire de la politique, ses amis socialistes, en tout cas de l'époque, parce que lui, il n'était pas socialiste, il était radical, si je dis pas de bêtises, en fait, lui ont fait payer très cher. Pourquoi? Parce que Mitterrand, malgré tout, l'appréciait beaucoup. Et du coup, ça a énervé les autres socialistes qui sont devenus par la suite président de la République, pour pas nommer un mec qui s'appelle François Hollande. Et donc du coup ça les emmerdait tellement qu'en fait ils lui ont mis dans les pattes un certain nombre de choses. Mais moi je rappelle, au-delà du parcours politique, au-delà de la réussite du personnage, l'affaire en question, c'est qu'en fait quand il devient ministre, le président de la République lui dit de quitter ses affaires. Et quand il quitte ses affaires, en fait, il mandate une banque qui s'appelle le Crédit Lyonnais, en tout cas une filiale du Crédit Lyonnais, pour lui vendre. Et le Crédit Lyonnais, en fait, au lieu d'être sincère et loyal vis-à-vis de son client, le Crédit Lyonnais fait quoi? Le Crédit Lyonnais, en fait, trouve un acheteur, il le cache à Bernard Tapie, il crée une société écran dans des paradis fiscaux, et en fait, entre-temps, ils se partagent la différence. Bon, dans un instant, vous allez vous habiller de votre plus beau niqab, messieurs, puisqu'on va en parler. On refile au Maghreb, mais pas en Algérie, cette fois-ci en Tunisie. Le Maroc avait été prémisse dans la matière, puisqu'il en avait interdit non seulement sa commercialisation, mais aussi le port de ce fameux niqab. Il se trouve que la Tunisie en a fait de même, en tout cas pour le port dans la partie institution publique. Pour des raisons de sécurité, nous dit-on. On en reparle dans un instant avec vous. 01 40 33 9000. Pour l'heure, c'est le journal de la CAN. On connaîtra ce soir les deux premiers qualifiés pour les demi-finales de la CAN. Les quarts de finale débutent aujourd'hui avec deux rencontres. À partir de 18h, c'est Sénégal-Bénin et 3 heures plus tard, Nigeria-Afrique du Sud. Deux rencontres au profil similaire. Un favori de la compétition, le Sénégal et le Nigeria, face à une équipe surprise, le Bénin et l'Afrique du Sud, que personne ou presque n'attendait à ce niveau. Pour la première fois, sachez que dans la compétition sera utilisé la VAR, l'assistance vidéo, l'arbitrage, et demain, les deux autres quarts de finale, Madagascar, Tunisie et Côte d'Ivoire, Algérie. La Guinée, elle, s'est arrêtée, vous le savez, en huitième de finale. Une défaite contre l'Algérie, une élimination qui passe mal. Le président de la Fédération guinéenne de football a pris la parole au Caire pour faire part de soupçons de corruption à l'encontre du sélectionneur Paul Putt. Et le ministère des Sports vient d'annoncer une réunion de crise. Également avec l'une des équipes éliminées en huitième de finale. C'est l'heure du bilan pour le Mali. Le Mali battu par la Côte d'Ivoire lundi 1-0, une élimination cruelle tant les Maliens ont dominé la rencontre de bout en bout, mais ils n'ont jamais réussi à trouver l'ouverture. Les jeunes aigles veulent maintenant croire que cette défaite constitue une étape positive vers l'avenir. C'était le pari du sélectionneur malien, emmener un groupe rajeuni, disputer une compétition senior, la plus prestigieuse sur le continent africain. 14 joueurs sur 23 avaient moins de 25 ans et 7 d'entre eux étaient titulaires face à la Côte d'Ivoire. Un pari qui s'est heurté au réalisme des éléphants, mais qui était la principale satisfaction de Mohamed Mazraouka à la sortie du stade. On a su monter une très belle équipe, donc cela augure un avenir radieux pour le football malien, et je crois qu'on a vu un peu ce qui peut ressembler à notre football de demain à travers ces jeunes. Il s'agit de renforcer un certain nombre de secteurs. Je crois que le lendemain, le football malien sera plus heureux que ça. Les graines sont plantées, reste à les faire pousser et vers le haut.
récolter les fruits d'une politique de formation au Mali, symbolisée par l'ouverture de centres comme celui de Jean-Marc Guillou en 2006 à Bamako, et dont sortaient 7 des 23 aigles lors de cette CAN. Il faudra également pacifier un nom du football en proie à une grave crise qui a failli empêcher les Maliens de participer à la Coupe d'Afrique. C'était le sens de l'appel lancé par Foussi Ndawra, l'adjoint du sélectionneur. Faut pas rêver, il suffit pas de mettre 11 joueurs sur un terrain, il faut plein de choses autour. On a besoin de fédérer, de tous avancer dans le même sens, avec un nouveau président, avec un vrai projet. Toutes les personnes avec des bonnes intentions sont les bienvenues. Éliminé en phase de groupe au Gabon, 8e de finaliste prometteur en 2019, sur le terrain, au moins, le redressement malien est amorcé. Pour rappel, les affiches de la journée de demain. Demain, suite et fin des quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations à Suez, l'Algérie affrontera la Côte d'Ivoire. C'est une belle opposition entre des Fennecs en grande forme et désormais favoris et des éléphants plus imprévisibles mais dont il faudra se méfier. Coup d'envoi à 18h à Suez et puis plus tard dans la soirée, vous le savez, au Caire, la Tunisie sera opposée à Madagascar. La sensation de cette CAN, coup d'envoi à 21h au Caire et on en reparlera évidemment et plus en détail demain. Des matchs que vous pourrez suivre grâce à notre partenariat avec RFI sur France Maghreb 2 et en direct. France Maghreb 2, France Maghreb. La CAN et donc les deux premiers quarts de finale, c'est donc tout à l'heure à 18h et 21h et demain évidemment c'est le grand jour. Abdeslam qui va se munir de son plus beau drapeau et notre ami Tarek Mami également, puisque demain l'Algérie jouera à 18h, la Tunisie à 21h. Moi, il n'est pas improbable qu'on ait une finale Algérie-Tunisie. La Tunisie est en train de nous faire le coup du Portugal en 2016, l'Euro 2016, où ils ont quasiment rien gagné, mais ils sont terminés en finale et en plus ils ont remporté l'Euro. Donc, écoutez, on verra. Hein. Je mets les deux drapeaux. Les deux drapeaux, d'accord. Bon. Et je vous envoie à lire mon article et voir comment il se termine. Très bien. C'est de la radio. Très bien, www.francemaghreb2.fr. Alors, on va parler du niqab maintenant parce que effectivement le niqab fait aussi beaucoup dans l'actualité, fait couler beaucoup d'encre ici dans l'actualité en France, mais pas seulement. On se souvient que le Maroc avait fait le choix d'en interdire la commercialisation et le port évidemment du niqab. Il se trouve qu'aujourd'hui la Tunisie a interdit également le port du niqab. Notamment dans les institutions publiques. Ça c'est la décision récente pour des raisons de sécurité. Rappelons-le, est-ce que vous comprenez cette décision, cher Farid? L'Algérie avait aussi interdit. Ouais. Là, il y a 2 ans dans leurs établissements scolaires. C'est vrai. Donc c'est pas. Oui, je la comprends parce qu'en fait, elle est pas du tout culturelle dans ces pays-là, tout simplement. Ouais. C'est quelque chose qui est absolument pas, qui ne concerne pas ces pays-là, qui était importé. Historiquement, si je dis pas de bêtises, mais bien avant le Moyen-Orient en fait, c'est quelque chose de très, je crois que c'est en Afghanistan ou au Pakistan ou c'est quelque chose, c'est en Afghanistan à mon avis qui est issu la source c'est l'Afghanistan. Et effectivement, en Asie du Sud-Est et surtout au Moyen-Orient, c'est quelque chose qui est devenu quasiment culturel, mais qui n'est pas issu. Par exemple, on parle souvent de l'Arabie Saoudite, mais à la base, c'est absolument pas saoudien. Et les pays du Maghreb, qui eux ont une autre culture, je vais pas rappeler ici l'histoire de l'islam, mais l'islam qui est opéré dans les pays du Maghreb n'est absolument pas le même que celui en Afghanistan ou au Moyen-Orient. Les pays du Maghreb ont opté pour une école qui est l'école malikite, qui n'est et donc du coup qui clairement est en contradiction avec ce type de foulard, on va dire d'une certaine manière. Oui, Abdeslam, c'est vrai quand même que ça moi voilà, faut le dire franchement, il y a des gens qui sont choqués quand ils voient une femme qui est complètement couverte de haut en bas, on y aperçoit limite que les yeux quoi. Écoute, en tout cas c'est pas pareil. De quoi qui est pas pareil? Pardonne-moi, parce que dans ces pays, on parle de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, il existe un certain nombre de foulards, de types de foulards, où effectivement on ne voit que les yeux, mais qui ne sont pas le niqab. Ouais. C'est deux choses. Qu'est-ce qui différencie alors? Sur la forme, c'est pas la même chose. La couleur, mais la finalité c'est la même. La femme est couverte de haut en bas. Ah, alors du coup là on peut avoir un débat. Oui, non mais d'accord. Un débat théologique. Elle est pas couverte de haut en bas comme le niqab en réalité. Quand on regarde véritablement, c'est pour ça qu'en fait c'est bon. Excuse-moi parce que j'ai coupé la parole à Abdeslam. Mais du coup parce que si vous voyez, allez, historiquement, vous avez des anciennes photos de femmes au Maroc ou en Algérie où elles sont couvertes. Elles sont pas en noir, mais elles sont couvertes où on ne voit que les yeux. Ça a existé parfois dans ces pays-là, tu vois. Encore aujourd'hui. Mais ça n'est pas le niqab. Le niqab, en fait, a une autre fonction qui, elle, est liée effectivement, historiquement, à l'Afghanistan, où en fait, c'est fait pour clairement mettre
un sas, je sais si on peut appeler ça un sas, mais en tout cas une différenciation très claire physique entre elle et le reste de la population, même dans ces pays-là. Donc c'est deux, à mon avis, c'est deux choses différentes. Bon, Abdeslam, le niqab, c'est de cela qu'on parle aujourd'hui. De son interdiction, en tout cas du port du niqab dans les institutions publiques en Tunisie, pour des raisons de sécurité. Exactement. Enfin, l'argument qui a été avancé, c'était, c'est celui de la sécurité. Oui. Et en France, il en est de même, puisque ce n'est pas pour des raisons de laïcité, mais uniquement des raisons de sécurité sur l'interdiction de la non-dissimulation du visage. Donc à partir de là, et en effet, la Tunisie dernièrement avait été touchée par des attentats. Il est nécessaire justement de savoir qui circule, qui est. Ça veut dire que demain n'importe qui peut porter un vêtement à l'identique et ne pas être reconnu. C'est là le problème. Mais pourtant dans les rues de Tunis, on en voit des femmes en niqab. Oui, on en voit, mais on en voit aussi en Algérie, on en voit un petit peu partout. Et en effet, ça n'est pas de culture nord-africaine. Mais alors moi, je voudrais juste revenir un petit peu en arrière et vous parler un petit peu de Mustafa Kemal Atatürk, qui à l'époque, pour faire interdire le niqab, avait fait une chose. Il avait légiféré, il avait exigé à l'époque que les prostituées se cachent derrière un niqab. Et en fait, subitement, ce qui s'est passé, c'est que toutes les femmes l'ont jeté le niqab. Ah oui, c'est vrai que c'est bien vu. C'est bien vu. En tout cas, mais est-ce que franchement d'interdire le port du niqab, est-ce que ça va résoudre le problème du terrorisme en Tunisie? À base, en tout cas, ça peut en tout cas le réduire d'une certaine manière, puisque d'ailleurs, est-ce qu'on sait que les salopards, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui effectivement commettent ces actes, ils n'avaient pas le niqab? En fait, c'est pas que la forme du terrorisme, c'est aussi de la criminalité qui est réalisée dans ces pays-là avec des niqabs. Non pas des femmes qui font de la criminalité, mais vous avez des hommes qui se cachent derrière ça. Oui, ça arrive au Maroc, ça. Exactement, oui. Donc c'est des réalités. Dans les hammams, par exemple, il y a des hommes qui rentraient. Mais partout, en fait, il y a pas que dans ces pays-là. Le seul truc, c'est que ces pays-là, en fait, bizarrement, ça choque beaucoup moins de monde parce que ce sont des pays musulmans. Quand c'est la France qui le fait pour les mêmes raisons, du coup, tout le monde crie à tout ce que l'on veut. La vérité, c'est que ça n'est pas dans la culture. Lorsque vous êtes au Maroc, lorsque vous êtes en Algérie, vous êtes en Tunisie, en fait, c'est déjà assez complexe lorsque vous voyez ça. Je dis pas qu'elles ne sont pas respectables ou quoi que ce soit, mais vous avez des gens, l'immense majorité des gens sont choqués. L'immense majorité des gens sont choqués. Donc vous comprenez tous les deux cette décision? Non, mais la décision elle est étatique, la décision elle est publique. L'ordre public, c'est quoi? C'est qu'en fait, on parlait tout à l'heure de la constitution en Algérie, c'est que vous avez des gens qui sont soit choisis par le peuple pour régir l'ordre public, et eux, ils disent quoi? Ils disent à un moment donné, il y a des risques. Le risque est beaucoup plus important que ce que ça peut apporter à quelques personnes. Bon, voilà. Donc, à un moment donné, il faut prendre la décision. C'est tout. Abdeslam, tu partages? Oui, complètement. Non, mais sur l'aspect sécurité, il faut prendre toutes les dispositions possibles pour justement empêcher toutes ces personnes qui commettent des crimes que de continuer à agir de la manière dont ils se comportent aujourd'hui. Bon, en tout cas, ça fait quasiment pas débat, donc tout le monde l'accepte, tout va bien, donc. Oui. Finalement. Ça fera pas. Ça fait débat, quoi. Non, mais ça fera pas débat dans les pays musulmans, en vérité. Ça fait débat dans des minorités musulmanes dans les pays occidentaux. Quand j'organisais des débats là-dessus, sur l'interdiction du niqab en France, t'as des gens qui appelaient, qui étaient scandalisés qu'on interdise son port. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Parce qu'il y en a certains qui, et pour le dire, la vérité, beaucoup de convertis d'ailleurs le portent pour se croire plus musulmans que les autres musulmans. Tu vois ce que je veux dire? Non, attention, moi je remets pas en cause les gens qui portent ce type de vêtements. Je dis juste que l'ordre public. Mais c'est bien ça le problème, c'est qu'on on rentre pas en profondeur, on n'ose pas, on n'y va pas. Mais Christophe, est-ce que cet habit est islamique? Oui, non. Pour moi, non. Bah oui, non mais d'accord, mais et beaucoup de théologiens bafouent là-dessus. Enfin, ils bafouillent là-dessus pour te répondre clairement. Mais Christophe, une bonne partie de nos pratiques ne sont absolument pas islamiques. Et quand on rentre dans ce débat théologique, comment comprendre quelqu'un qui le porte pour des convictions religieuses si ça ne l'est pas? Alors, en France, il y a un principe qui n'existe pas dans les pays du Maghreb, ça s'appelle la liberté. Ouais. C'est ça le problème. Ouais, c'est qu'en France, on est un peu trop libre. Une image après, tu génères une image à toi tout seul, c'est-à-dire que quand tu t'affiches avec cet habit-là en disant que c'est pour des convictions religieuses, et qu'est-ce que va se dire la personne basique? C'est tiens, le musulman, en fait, il est obligé de se couvrir de la tête aux pieds, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non mais en fait, là ça va fou parce que on va pas en profondeur. Tu prêches un convaincu. On va pas en profondeur, on n'est pas capable d'aller réformer. Du coup, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle d'aller jusqu'au bout. Oui, et allons-y.
Mais tu peux pas parce que du coup t'es très... Je vais t'expliquer pourquoi tu peux pas. Parce que si tu vas te faire traiter d'islamophobe. Et pourquoi? Par une partie des gens qui ne connaissent rien à l'islam. Allez, faut dire les choses clairement. C'est ça la difficulté. Or, on peut pas avoir ce débat-là serein avec des gens, dont moi d'ailleurs, moi je suis le premier. Donc les prédicateurs sont responsables de ça? De ceux qui ne sont pas assez clairs, de ceux qui ne sont pas assez... Les prédicateurs sont responsables de leurs propos, ça c'est... Je pense que voilà, moi je suis responsable. Je pense que chacun est responsable de ses actes. Ouais, mais ça c'est trop facile. Pardon de vous dire ça, c'est trop facile. Est-ce qu'il n'était pas concevable que justement tous ces imams qui opèrent et qui font leur prêche dans toutes les mosquées de France tous les vendredis, de dire à un moment ça suffit, on va expliquer aux gens que ça c'est pas islamique. Tu sais ce qui se passe, Christophe, quand ils le font, tu sais ce qui se passe? Mais il faut dire la vérité, ils se font insulter. Ils se font démonter la gueule. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne va pas dans le sens de l'oreille. Non, mais nous, on veut de la victimisation. On apporte des textes, on explique. Et même quand t'apportes. Éclat. Mais Christophe, même lorsque tu apportes la preuve scientifique, théologique, par A plus B, les gens te disent non, je ne veux pas ça. Nous voulons la guerre. Nous voulons être victimes. C'est ça la réalité de ce pays aujourd'hui. Et c'est pour ça que ces pays musulmans qui, eux, sont absolument dans une autre idéologie, eux ont l'honnêteté. Et personne ne peut leur reprocher de le faire. Et par contre, effectivement, si tu fais la même chose en France ou ailleurs, tu te fais démonter la gueule. Bah alors en tout cas, le facho de base va te dire, mais alors attendez, dans les pays d'origine, ils l'interdisent, alors qu'est-ce qu'ils viennent nous emmerder avec ça aujourd'hui en France? Bah c'est interdit. Mais les gens, tu as parlé toi-même de convertis. On sait que c'est interdit, mais il y a aussi des gens qui... T'as parlé de convertis. Oui. Les convertis, il n'y a pas de pays d'origine. Non, mais d'accord, oui. Bon, bah voilà, ils te disent c'est la liberté française, monsieur. Ouais. Bon. C'est ça le malheur de ce pays-là, c'est qu'il y a trop de liberté sur un certain nombre de choses, qui fait qu'en fait il y a des excès. Or, comme disait un très grand monsieur, si je dis pas de bêtises, Talleyrand, qui disait tout ce qui est excessif est insignifiant. Monsieur le centriste, est-ce qu'il peut remettre tout ça au milieu, au centre, quoi? Non, mais je crois que tout est dit. Aujourd'hui, moi, je vais pas tabler sur la religiosité ou non du vêtement. Moi, je suis uniquement sur l'aspect sécuritaire. Ah oui, mais c'est important. Mais oui, mais je ne suis pas théologien. Ah oui, mais les théologiens, les théologiens devraient prendre la responsabilité un jour où ça... Moi, je parle uniquement sur l'aspect politique, sur la vie en société, sur le vivre ensemble, sur le faire ensemble. Et aujourd'hui, en matière de sécurité, avoir une personne dont on ne sait pas qui elle est, avoir le visage dissimulé, ça peut être problématique. Non, mais les théologiens sont un peu plus fins, ils te disent c'est pas religieux, mais ceux qui le portent, on peut pas leur interdire. Alors écoutez, avec ça, franchement, c'est démerdez-vous en fait. Ben ce sont leurs propos. Alors, excuse-moi Christophe, je sais pas de quel théologien tu parles. Non, mais ceux que j'ai interrogés, je vais pas dire les noms ici. En tout cas, j'ai posé des questions, moi, parce que j'aime bien poser des questions, c'est un peu mon boulot. Et on me répond ça. Je pense que si t'interroges des théologiens, même publiquement, je pense qu'ils auront une réponse la plus claire possible. Eh ben, chiche, on le fait, Farid. Je t'assure que je te le souhaite. Que tu te trompes. Non, moi, c'est compliqué de parler de choses dont moi, je l'ai pas étudié, par exemple. Bah, moi non plus, mais je pose des questions à des gens. Par exemple, si j'ai un problème au pied, je vais aller voir le docteur. D'accord. Donc si je veux une question religieuse, je vais aller voir le théologien. Eh bien, chiche qu'on les interroge. On les interroge. Tu prends 3 panels de théologiens. Je pense d'ailleurs, à un moment donné, il faut, pour le bien de l'ensemble des citoyens français, je pense qu'il faut à un moment donné arriver à évoluer sur ces sujets et à écouter les gens. La difficulté, tout à l'heure, je me suis peut-être un peu emporté, c'est que malheureusement, l'immense majorité des gens de confession musulmane dans ce pays-là ne sont pas éduqués théologiquement, qui peut se comprendre, parce que, pour différentes raisons. L'autre difficulté, c'est que lorsque un imam ou un théologien qui, lui, a une science, un fiqh précis en la matière, quand il donne une réponse, ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas l'entendre parce qu'en fait, ça les emmerde. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière, il y a une volonté identitaire, il y a une volonté politique parfois, il faut le dire. Le problème, c'est que lorsque ce sont d'autres personnes qui le disent, eh ben, on les accuse, on les assimile à des racistes et à tout ce que l'on veut. Lorsque c'est un pays musulman qui le fait, bizarrement, les gens ferment leur gueule. Pardonnez-moi l'expression. Allez, un petit tour du côté de quelques infos zappées dans le Grand Forum. On aime bien aller voir du côté des infos zappées. Tiens, c'est un fait divers absolument incroyable qui s'est passé chez moi, là où je suis né, dans le Loiret. C'était dimanche, où un bébé a été retrouvé sans ses parents dans une voiture. Ces derniers disent l'avoir oublié dans le véhicule pendant plus de 2 heures en plein soleil, avec une température de 30 degrés. C'est devant leur domicile, c'est dans le Loiret, évidemment, donc que ça s'est passé. Incroyable, messieurs, quand même. Comment on peut oublier un gamin en plein soleil dans une bagnole?
C'est grave. C'est gravissime, hein, on est d'accord. On devrait accorder des permis pour avoir des enfants. Non mais c'est vrai. Non mais c'est grave. Alors il y a aussi une affaire qui fait couler beaucoup d'encre. Alors là je vous donne la version, la toute première version qui a un peu évolué. C'est un conducteur de train qui était aux commandes d'un train de fret chargé. Le conducteur aurait décidé de s'arrêter et de s'abandonner en gare de Libourne, estimant avoir fait ses heures selon Sud-Ouest. C'est un train qui quand même transportait des blindés de l'armée ainsi que plusieurs véhicules tout-terrain à 4 roues motrices appartenant au 21e régiment de Castel-Sarrazin. C'est d'ailleurs du matériel qui est disposé à venir pour le 14 juillet. Visiblement, après enquête, il s'avère que c'est pas franchement la version qui a été servie en premier lieu, quoi qu'il en soit. Ça a mis un beau bazar donc sur ce train, en l'occurrence ce train de fret. Donc effectivement, ce mec n'a décidé pas franchement d'abandonner son train tel qu'on nous l'a servi en premier lieu. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Hop, ça c'est fait. Tiens, la rappeuse américaine Nicki Minaj a annoncé qu'elle annulait son concert en Arabie Saoudite. Prévu le 18 juillet en Arabie Saoudite, donc évoquant son soutien aux droits des femmes, à la communauté LGBT et à la liberté d'expression. Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas me produire en Arabie Saoudite, à Jeddah, le festival qui se déroule donc à Jeddah. C'est ce qu'a écrit Nicki Minaj dans une déclaration transmise par un porte-parole. Voilà. Faudrait lui poser la question si elle a rendu son chèque d'acompte. Ah. Ça, je ne sais pas. En tout cas, elle a décidé de ne pas y aller. C'est déjà une bonne chose. Enfin, bonne chose, entre guillemets. Non, elle a décidé de finalement ne pas y aller. Parce qu'à la base, elle y allait. Non, mais elle a dit quand même qu'elle regrettait quand même pour ses fans saoudiennes, saoudiens, mais qu'elle reviendrait dans un autre contexte, peut-être éventuellement. Je viendrai pas chanter, mais acheter mes albums. Exactement. Voilà, c'est ça. Tiens, dans un instant, on va chanter. Enfin, je sais pas lequel des deux va chanter d'ailleurs. Pour le quiz à suivre sur France Maghreb 2 pour finir. Abdeslam Itache, le champion en titre, face à Farid Temsamani, challenger, qui peut-être va le faire perdre pour la première fois. Il tâche à la pression. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ah, le moment que j'attends avec beaucoup d'impatience et que certains aussi attendent. Je sais qu'ils le suivent, ce fameux quiz avec Abdeslam Itache à ma gauche. Notre élu modem centriste du 93, Farid Temsamani à ma droite, qui est lui dans l'intelligence économique et qui vont s'affronter dans mes petites questions qui ont évidemment toutes, un rapport avec la date d'aujourd'hui, à savoir un 10 juillet. Vous êtes prêts, messieurs ? Oui. Je vous souhaite bonne chance. Première question, c'est un 10 juillet qu'a été inauguré le métro parisien. Je vous demande en quelle année ? 1900. 1900, bien joué Abdeslam. 1900, le 10 juillet, où a été inauguré effectivement le métro parisien. Ah, enfin, il va vite, hein. C'est un buteur là. Il a dit que c'était une question de rapidité. Alors celle-là aussi, c'est une question de rapidité. Pardon. Qui prend le pouvoir en Algérie en 1965 Boumedienne, exactement. C'est Abdeslam. Hein. Ouais. Il le gardera d'ailleurs jusqu'à sa mort. On peut dire qu'il le prend par un putsch. Il le prend par un putsch, absolument. Il y avait Bouteflika d'ailleurs. Et il dépose un grand monsieur qui est Ben Bella. Oui. Ouais. Qui lui avait fait un putsch. Ancien joueur de l'Olympique de Marseille. C'est vrai. Ça, t'étais pas obligé. 2-0. Quel journaliste présente pour la dernière fois le JT de TF1 le 10 juillet 2008 après 21 ans? Ah, Farid, il a de l'avance. Après 21 ans aux commandes de ce JT, Patrick Parot-Davant, effectivement, a présenté son dernier JT le 10 juillet 2008 sur TF1. 2-1. Je cherche à présent un accordéoniste mort le 10 juillet 2013. Allez, accordéoniste, les gars. Ouais, mort le 10 juillet 2013. Ah, là, ça fait moins les malins. Hein. Ouais. Accordéoniste, c'est pas votre domaine. Hein. Non. Je suis sûr que Tarek connaît la réponse. Un accordéoniste. Non, pas du tout. Allez, je vous donne un indice, le prénom c'est André. Verrekian ou quelque chose comme ça, non? Non. Verschuren. Verschuren. Yes. Bonne réponse. Bravo. André Verschuren, effectivement, qui est mort donc le 10 juillet 2013. Ça nous fait 3-1 pour Abdeslam Itache. Je cherche à présent un acteur égyptien d'origine libanaise, une 60aine de longs métrages à son actif, mort. Sharif. Bonne réponse, Farid. Le 10 juillet 2015, effectivement, Omar Sharif. Ça nous fait 3-2. Attention, il nous reste 2 questions. Une première médicale maintenant en 1999.
une première transplantation d'un organe sur 4 patients qui a été fait d'ailleurs par une équipe médicale japonaise. Mais de quel organe s'agit-il? C'est pas le cœur. Un organe? Ouais. Le foie. Le foie. Qui a dit le foie? Farid. 3 partout. Ah, c'est serré là. C'est serré. Absalem, tu trembles ou pas? Je vais vous départager sur 7 questions, messieurs. Attention. Peut-être que Abdeslam va perdre son titre aujourd'hui. Ou pas. Ouais. Qui a donné son accord en 1986, un 10 juillet, pour la création du parc Euro Disney? Mitterrand. Non. 86, c'est Chirac qui a donné son accord. Qui a donné son accord en 86? En 86, le 10 juillet. Attention, c'est précis. Mitterrand a dû donner son accord. Rocard. Mais c'est pas... Non, cherchez pas une personnalité. On cherche qui alors? Qui a donné son accord? Oui, absolument. Qui a donné? Lavalée? Non, pas du tout. Qui a donné son accord? C'est quoi la question? Qui a donné son accord le 10 juillet 1986 pour la création du parc Euro Disney? Bush? Non, c'est pas le président. Ne cherchez pas une personnalité. Je vous demande. Ouais, mais si c'est pas... Ah, c'est Mickey? Non. Le patron de Mickey? Non. Pas non. Walid Ibn Talal ou... Non. Si je vous dis Valérie Pécresse. Jean-Paul Huchon. Non, c'est pas de personnalité. Donnez-moi la bonne réponse que j'attends. Valérie Pécresse, allez, c'est là. C'est là. La région. La région. Bah voilà. C'est la région qui a donné son accord le 10 juillet 86. Voilà. Christophe, elle était flinguée ta question. Bah non, c'est vous qui étiez flingué à me donner de mauvaises réponses. Vous m'avez sorti tout ce que j'attendais. Je veux ma musique. Ah, bravo Absalem. C'était sur le fil quand même, je tiens à le dire. C'était chaud Abdeslam, attention. Il nous reste encore 3 semaines de LGF. J'espère que tu vas partir en vacances avec ton titre. On peut dire que je l'ai bien challengé quand même. Oui, bon, en tout cas, c'est vrai. Ma question là, j'ai eu des gouttes de sueur. Quand même. Non, mais qui donne son accord en 86 pour la création du parc Euro Disney? C'était la région Île-de-France, c'est tout. Pourquoi vous m'avez cherché Mitterrand, je sais pas quoi? C'est quelle institution? Ah non, après c'était trop facile. Quelle collectivité? Non, il a très bien posé la question. Voilà, merci Abdeslam. Voilà, c'est la mauvaise foi légendaire qui s'exprime. Bon, eh bien écoutez messieurs, c'est sur cette belle victoire d'Absalamitage que l'on va se quitter pour aujourd'hui. En tout cas, on se retrouve demain avec Philippe Boriachi et Céline Bory. Et demain, grande journée footballistique, puisque demain sera les 2 quarts de finale qui nous intéressent, nous ici à France Maghreb 2, puisque l'Algérie va tenter de se défaire de la Côte d'Ivoire. Attention, même si ça apparaît sur le papier, je ne vais pas dire facile parce que aucun match n'est facile, mais il va falloir faire attention à la maîtrise ivoirienne. Et la sensation, c'est la Tunisie qui va devoir quand même faire face à une équipe qui se retrouve en quart de finale sans jamais l'avoir espéré, c'est-à-dire Madagascar. Quand même. Donc demain, attention, gros match, grosse tension pour la Tunisie et pour l'Algérie. Et on peut se prendre à rêver d'une finale entre l'Algérie et la Tunisie. Qui plus est chez les Égyptiens au Caire. Mais il faudra évidemment que cela passe par une victoire. Il nous reste 3 matchs. C'est vrai que les fachos sont très énervés de la festivité. Non, des festivités des Algériens. Et d'ailleurs, je crois même des Tunisiens. Il y a eu un souci dans l'Essonne. Quincy sous Sénart. Alors qu'à Nice, ça klaxonnait, c'était ambiance bon enfant. À Quincy sous Sénart, ça s'est un peu moins bien passé. Donc, quel que soit le résultat de votre équipe demain, on peut le fêter. Mais évidemment en respectant les gens et puis voilà, on ne casse pas, évidemment, on fait pas de conneries quand on va fêter les victoires de son équipe. On est d'accord, messieurs? C'est clair. Bon, en tout cas demain grosse journée et vendredi pour la dernière de la semaine, il y aura Audrey Pronesti. Je commence toujours par les femmes. Il y aura Tarek Mami et Gamal Abina. Donc une belle équipe, bien entendu, pour terminer cette semaine. Bonne soirée à tous sur France Maghreb 2. Farid, merci. Merci à tous. Bon, en tout cas, c'est bien. T'as pas démérité, j'ai envie de te dire. Merci. Tu l'as fait trembler. Il est en sueur, Destabitache. Rendez-vous la semaine prochaine, messieurs. Salut à vous. Vous écoutez France Maghreb 2 à Paris et comme partout ailleurs en France, il est 18h. Et le rappel de l'actualité en ce début de soirée. Bonsoir. 121 femmes ont été tuées l'an dernier en France par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Chiffre dévoilé par la délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur. Il y avait eu 130 féminicides l'année précédente et il y en aurait déjà plus de 75 depuis le début de l'année. Le gouvernement organisera un Grenelle des violences conjugales à la rentrée. Emmanuel Macron défend en Conseil des ministres le déremboursement de l'homéopathie. Le chef de l'État a expliqué qu'il n'appartenait pas à la solidarité nationale de prendre en charge des traitements dont l'efficacité n'a pas fait l'objet d'une preuve indiscutable.
4 mois de prison avec sursis pour un homme qui avait menacé de mort Zineb El Razoui, l'ancienne journaliste de Charlie Hebdo. C'est la fin de l'impunité sur Twitter, a-t-elle réagi, et la démonstration que les lois de la République priment sur la violence et la haine. Une référente fraude à Pôle emploi interpellée dans le Doubs. Elle est soupçonnée d'avoir détourné 280 000 € en mettant en place un système de fraude aux allocations. 7 autres personnes ont été interpellées. C'est à la faveur d'un arrêt maladie que sa remplaçante s'est étonnée de l'incohérence de certains dossiers d'indemnisation. Le coup d'envoi des Francopholies ce soir à La Rochelle au programme Radio Elvis, M, Gaëtan Roussel et Angèle. Une programmation très éclectique d'ici à dimanche. Cela va de Jean-Jacques Debout à Ultra Vomit. Wimbledon et la qualification de Novak Djokovic pour les demi-finales. Le numéro 1 mondial a battu en 3-7 le Belge David Goffin. Enfin, Peter Sagan remporte au sprint la 5e étape du Tour de France, disputée entre Saint-Dié-les-Vosges et Colmar. Le Français Julien Alaphilippe conserve le maillot jaune. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb